quand j'ai commencé à faire la médecine, je voulais déjà faire la psychanalyse. C'était déjà ça qui m'intéressait. Donc au fond, je n'ai fait la médecine que parce qu'il fallait bien faire quelque chose et être un peu en ordre avec les obligations familiales et autres. Bon, mais je me suis très vite désintéressé de la médecine, que j'ai faite comme il fallait, mais ni plus en plus. Je me suis intéressé j'ai eu la chance qu'il y a eu un programme de la faculté de psychologie qui était ouvert aux médecins, programme très raccourci. Donc j'ai fait en même temps la psycho et la médecine. Mais alors là, en psycho, heureuse rencontre, il y avait Jacques Scott, qui était le représentant de la psychanalyse lacanienne, entre autres en Belgique, qui enseignait à l'université de Louvain, qui était particulièrement brillant et intéressant, accompagné de deux autres compères qui étaient Alphonse de Valence, un philosophe phénoménologue, spécialiste de Heidegger, de Merleau-Ponty, mais qui a glissé du côté de la psychanalyse, et alors Antoine Vergote, qui était un religieux, mais très intéressé par la question de la psychanalyse et du religieux. Et ce trio-là avait lancé une école belge de psychanalyse qui se référait à l'enseignement de Lacan et qui donc se démarquait complètement des post-freudiens qui étaient à l'époque liés à l'international. Voilà. Là, on a eu droit, grâce à l'enseignement de Scott, à un enseignement qui recouvrait au fond toute la période des 7-8 premiers séminaires de Lacan. Parce qu'à l'époque, il avait assisté lui-même à ces séminaires, je crois. Il était revenu en Belgique et donc il s'était un petit peu déconnecté de l'école freudienne. Et je ne sais même pas s'il en était membre. Certainement oui, mais ils avaient demandé, je crois, une appartenance collective pour se lancer en Belgique. Et donc il s'était un peu venu en Belgique, devant enseigner à plein temps à l'université. Il n'avait plus gardé le même contact avec Lacan. Mais on a été initié à tout le premier Lacan, pour le dire comme ça, grâce à son enseignement, ça c'est clair. Plus les séminaires qui ont eu lieu, plus les invitations qui étaient faites dans le cadre de cette école belge. Et c'est à partir de là que, sur la fin de notre présence à l'école belge, je dis notre parce qu'on était plusieurs qui allions quitter cette école à un moment donné, c'est-à-dire autour de la dissolution, en fait. Mais avant la dissolution, Melman était des personnes qui avaient été invitées à venir faire un enseignement à cette école belge. Il est venu, je crois que c'est 3 fois ou 4 fois. Et j'avoue que cette rencontre a été pour moi importante parce que là, j'ai eu l'impression d'une... Il est venu parler du schéma de la sexuation. Il a parlé de ça pendant 3-4 fois. Et ça m'a semblé époustouflant, remarquable, cliniquement très pertinent. Et donc, mon accroche, si on peut le dire comme ça, à l'égard de Melman, s'est faite là, par le biais de cette école. Alors, il s'en est suivi que tout à coup c'est tombé dans les arcanes de l'histoire de la psychanalyse, la fin de l'enseignement de Lacan, la dissolution, les avatars, ben, tout ce que vous voulez. Et très vite, à la suite de la dissolution, il y a eu la fameuse lettre là, que tout le monde devait écrire à Lacan, etc. Et la majorité de mes collègues très lacaniens se sont précipités, ont quitté l'école belge et ont fondé ce qui aujourd'hui est l'école de la cause, de près ou de loin. Moi, j'ai toujours été très très réticent à ces mouvements de groupe et de mouvements collectifs. Je n'aime pas ça du tout. Je ne peux pas supporter ça. Ça m'érisse quand tout le monde se met à penser de la même façon, tout à coup comme ça, en croyant que c'est la vérité. Donc, je n'ai pas pu accepter d'entrer là-dedans, mais j'étais sur le bord parce que l'école belge ne me satisfaisait plus non plus. Alors nous, on était 6 au départ qui étaient liés à l'association freudienne internationale, qui se sont, enfin, freudienne, je dis bien à l'époque. Après un petit temps de travail commun, on a commencé par soutenir un écrit. C'était ce que moi je devais assumer. C'est la seule fois que Melman est intervenu en Belgique. C'est pour nommer l'un responsable de l'écrit, des écrits, l'écriture, c'était moi, un responsable de l'enseignement, je crois, et un autre, je ne sais plus comment il avait un peu divisé les choses, qui était un bête petit arrangement pratique, hein, mais enfin sa parole avait marqué le coup. Et donc nous nous sommes organisés autour de ça, et moi j'ai commencé
a lancé l'idée de faire un bulletin, qui était le bulletin freudien. C'était mon premier boulot pour essayer d'unifier un peu et d'avoir la place qu'on devait avoir. Donc on est assez vite devenus nombreux, ça s'est assez vite multiplié. Et au moment où ça se multipliait, moi j'ai travaillé beaucoup à ce qu'on constitue une association équivalent de loi 1901 en France, association en Belgique on appelle ça association sans but lucratif, mais qui demande une organisation collectivement bien reconnaissable et qui doit avoir valeur juridique, etc. Et j'ai contribué beaucoup, je n'ai pas contribué, j'ai organisé, j'ai vraiment œuvré à ce que ce soit possible d'une manière à la belge, c'est-à-dire assez démocratiquement. Hein. Bon, c'est-à-dire être là pour faire. Et donc du coup, quand ça c'était possible, j'ai proposé moi-même que ce soit Patrick Deneterre qui soit le premier président. Pour des tas de raisons, mais enfin, c'est lui qui à l'époque était le premier président du monde belge. Et puis il avait une aura universitaire, il était à l'université, moi je n'avais pas ça, enfin des choses comme ça. Et donc c'est lui qui a été le premier président de ce qui est devenu alors l'Association freudienne de Belgique, qui avait donc son autonomie par rapport au pays, mais dont tous les membres étaient d'emblée membres de l'Association freudienne internationale. Voilà comment ça a démarré. Le modèle du fonctionnement pyramidal dont Melmont a été tout de suite le tenant, enfin c'est lui qui a tenu ça très, très, très rigoureusement, est un modèle dont on voit bien qu'il a évolué sur les 25 années d'existence. Je ne sais pas combien d'existence l'association. Ça a évolué, c'est même plus que ça, 30. Bon, donc ça a évolué beaucoup. Pas seulement sur la chose elle-même, mais dans tout le social, ça a évolué cette affaire-là. Donc il n'est pas sûr qu'on puisse encore tenir ce type de position dans un avenir pour la génération qui suit. C'est à vérifier, on va voir. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut accepter d'être dans ce qu'on appelle alors une démocratie molle, où il n'y a plus rien qui est tenu. Donc voilà, la difficulté, elle est quand même autour de ça. Et je trouve, plus j'y pense, plus je me dis que la différence France-Belgique est à cet égard très intéressante. C'est parce qu'à l'époque du début de l'association freudienne internationale, Melmont avait émis le souhait que ce soit une fois un président français, une fois un président étranger. Alors les premiers à être convoqués pour ça, c'était les Italiens, parce qu'il y avait le groupe de Turin avec Gilardi qui a fait ça, je ne sais plus en quelle année, mais voilà, avant moi en tout cas. Et puis après, il y a de nouveau eu, je crois que c'est d'Orgeil après, si je ne me trompe plus, dans l'histoire. Bon, avant, on a eu Schermack aussi. Et puis après, on a donc cherché en Belgique, et donc Melmont a sollicité Patrick Deneterre et moi. On a demandé, mais est-ce que l'un de vous deux veut bien être président? Et ça s'est fait comme ça, voilà. Et Patrick ne voulait pas pour des tas de raisons sur lesquelles il n'y a pas à dire ici, mais à l'époque, c'était purement un peu factuel, disons. Et moi, j'ai finalement pas accepté, alors dans un premier temps, je n'étais pas très... Et puis j'ai dit oui, que voilà, qu'on le faisait. Donc voilà, je me suis retrouvé là, à une place pas simple d'ailleurs, mine de rien, pour des tas de raisons, dont les deux essentielles sont ce que vous avez repéré, un fonctionnement différent que je viens de rappeler. Aussi, le fait d'être en analyse humainement, ça ne facilite pas beaucoup les choses. Je trouve que c'était, à la limite, si je peux... Si on peut le dire tout cru, je ne trouve pas ça très, très intelligent. Parce que c'est pas une position, même si ça m'a permis des choses très intéressantes pour moi, mais c'est pas très... Il y a quelque chose qui ne va pas là pour moi. Bon, alors, il faut au moins avoir... c'est une position difficile. Voilà. C'était en tout cas une position difficile, que je n'ai d'ailleurs pas pu, certainement pu occuper comme j'aurais dû. Bon. J'avais une idée de ce qu'il y avait à faire, personnellement. Mais on m'a tout de suite dit, mais attendez, c'est pas ça qu'on me demande de vous. Je me rappelle bien d'un coup de fil très, très sympa d'ailleurs, hein, de Schermack me disant, mais je vois bien que vous êtes en difficulté, parce que bon, moi je voulais apporter une manière justement de permettre peut-être plus aux gens de donner une série d'avis, d'essayer que... Mais on m'a dit, mais attendez, c'est pas ça qu'on vous demande, on vous demande de... Je ne vais pas dire de faire là, j'exagère, ce serait un peu abusif de dire de faire simplement semblant, mais il y a quelque chose de ça. En fait, et probablement que dans mon histoire propre, cette position de n'être que à cette place
à cause du sang blanc, ça m'est difficile, ça, c'est pas un truc qui m'est très facile à faire non plus. Donc les deux se sont un peu cumulés. Alors c'est assez amusant parce que ça a amené quand même enfin on peut en parler puisque tout à l'heure on en parlait, ça a amené une bagarre que je trouve et qui continue pour moi à être très intéressante, puisque je maintenu envers et contre tout que s'intéresser aux états limites, c'était quelque chose qui n'était pas sans intérêt. Bon, alors ça m'a valu une levée de bouclier massive du secrétariat à l'époque. C'est sorti, je me rappelle assez bon. Alors, je pense, que si je n'avais pas été président, je ne me le serais jamais permis, d'abord l'occasion ne me serait pas présentée. Comme j'étais président, je bénéficiais quand même d'un avantage fantastique, qui était qu'on ne pouvait pas dire le président, il déraille complètement, il faut donc au moins prendre en compte ce qu'il dit. Et là, j'ai pu quand même tenir quelque chose, que je trouvais ça intéressant. Alors, je convenais tout à fait que dans la pensée de Lacan, cette structure avait été considérée comme un peu un fourre-tout et que donc ça n'allait pas au niveau de la structure, c'est ça. Mais et je continue à penser d'ailleurs, que ça n'est pas quelque chose d'inintéressant au niveau phénoménologique. Alors, depuis les années m'ont considérablement donné raison, parce que je trouve qu'à l'époque, il ne parlait pas encore beaucoup de ça, mais aujourd'hui, c'est tellement... on en parle un peu tout le temps et partout, donc c'est pas faux du tout pour moi de penser que ça avait son mérite de ce côté-là. Alors, ce qui a été intéressant, je trouve, c'est que Melman l'a pris d'un côté là-dessus très pertinent, je trouve, puisqu'il a dit, mais au fond, on va faire des journées là-dessus, voilà, qui se sont faites d'ailleurs à Namur, dans la ville où moi j'exerce depuis 40 ans, et il y a donc eu des journées sur les états limites, qui ont été publiées dans le numéro du bulletin freudien là, évoqué tout à l'heure. Donc, mais ça a mis au travail une série de gens, ça a aussi montré qu'il y avait beaucoup de dissensions à cet égard-là, hein. Le problème n'a pas été réglé, mais le mettre au travail a quand même été intéressant, pour moi aussi d'ailleurs. Et donc quand j'ai écrit Un monde sans limite, j'étais très content d'avoir écrit ça, et puis surtout du retentissement tout à coup que ça avait eu, que le livre sans médecine avait déjà eu aussi, mais celui-là a eu beaucoup, puisque vraiment c'est un livre qui a beaucoup... Je crois que c'était le premier livre qui disait qu'il y avait une articulation entre le singulier et le collectif, spécifique à notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je dois dire qu'on a un peu fait silence sur ce livre, l'association. On n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Je pense qu'il y a eu une après-midi où on a parlé. On n'a pas dit grand-chose. Bon, voilà. Pourtant, je trouve que c'est vraiment dans le travail conceptuel de l'association, déjà à l'époque, que moi j'ai trouvé des outils pour aborder cette question, y compris la sensibilité de Melman à la question du social, qui a toujours été présente. D'ailleurs, nous avions publié en Belgique un recueil qui est Clinique psychanalytique et lien social, si je ne m'abuse. Il venait souvent parler de ça. Et puis un jour, à la suite de cette publication et de l'intérêt que je continue à avoir pour ça, je suis venu écouter Melman à un congrès de psychiatrie qui était organisé par quelqu'un de Montpellier dont le nom m'échappe maintenant, où j'ai entendu Melman parler de la nouvelle économie psychique. Alors là, j'étais complètement un peu soufflé, parce que je me suis dit, mais d'abord, je continue à attribuer à Melman une qualité de théoricien d'analyse suffisamment importante, que pour tout de suite me dire, mais si quelqu'un comme ça dit ça, c'est que ça va être important, c'est que c'est important. Il entendait ce que j'entendais moi, mais avec des concepts qui étaient plus nouveaux, plus intéressants, plus bons. Alors quand je suis sorti de là, je lui ai téléphoné et je lui ai dit, mais écoutez, moi j'aimerais bien venir vous interviewer là-dessus. Et puis par cette collection, qui est venue comme ça, elle s'est décidée sur un coin de brasserie. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été un truc, voilà. Moi j'ai dit, ben oui, au fond, pourquoi pas proposer ça. Et du coup, ça m'a donné la possibilité d'accueillir toute une série de collègues de l'association avec une certaine vitrine, présentation en vitrine librairie, quoi. Ce qui était bien parce que c'était pas facile d'arriver à l'époque à avoir un éditeur qui voulait bien, c'est compliqué.
Donc c'était très bien. Moi j'ai toujours tenu à ce que ne soient pas que des gens d'association. Ça a été crucial pour moi. Donc, je ne voulais pas que ce soit une collection de l'association. Je ne suis pas tout à fait arrivé, si je fais le nombre de gens qui sont d'association, il y en a beaucoup plus que d'autres. Mais en fait, il y a quand même des gens, d'ailleurs ça leur a coûté très cher à ces gens-là parfois d'accepter d'être publiés dans le cadre de cette collection, parce que du coup ils étaient assimilés. À un moment donné, on les a appelés les humusiens. Hein, bon, collection Humus, dans lequel les humusiens au service de l'homme sans gravité de Melman, enfin bon, tout ça a fait un bloc, des guerres un peu tragiques et bêtes, mais enfin c'est comme ça. Mais moi j'ai quand même été très content de pouvoir fournir cette manière de pouvoir accueillir des textes de gens, de collègues qui étaient intéressés par ces questions. D'abord il y a une sorte d'évolution du monde qui ne donne plus la place à la psychanalyse qu'elle avait auparavant, et ça j'avoue que moi ça ne me dérange absolument pas, parce que je trouve aussi que c'est le prix qu'on a payé à une arrogance, ce que j'appelle l'arrogance psychanalytique, que j'ai trouvé toujours insupportable, et que je n'admets pas, toujours pas. Donc je ne sais pas si vous n'avez forcément, vu vos âges, pas connu ça, mais dans les années 70, si on n'était pas orienté par la psychanalyse, on était nuls, ne valons rien. Donc il y a une série de précipitations sur le divan qui n'ont rien amené d'autre que de vouloir se mettre en ordre avec ce qui n'était pas une carte de parti, mais qui l'est presque été à un moment donné. Bon, d'ailleurs, certaines institutions analytiques fonctionnent encore un peu comme ça. Je trouve que ça ne sert pas au fond la psychanalyse. Bon, parce que la psychanalyse est quand même, pour moi, à la fois une méthode d'investigation thérapeutique, mais ou en tout cas, mais aussi une sorte de théorie de l'appareil psychique qui n'existe quasi pas en dehors, et donc qui doit rester à la hauteur de son exigence. Et là, je trouve qu'on est un peu en difficulté aussi, parce que ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on pense peut-être les choses du côté aussi de comment est-ce qu'on peut être présent dans la cité, sans du tout renoncer à la spécificité de la cure, bien sûr, évidemment, mais d'une manière telle que, justement, n'imposions pas, n'extrapolions pas cette affaire de la cure dans tout ce qui se fait. Aujourd'hui, il y a plein de gens parce qu'ils ont fait eux-mêmes une analyse, tout ça est encore à discuter, enfin, laissons cette position comme ça, qui se réfèrent à l'analyse, mais alors le problème c'est d'arriver à comment le faire entendre, que s'y référer va plutôt renvoyer à mon avis, à penser ce que parler implique. Et je trouve qu'on est dans un monde où on ne sait plus ce que parler veut dire. Bon. Et que là, la psychanalyse a un rôle très important à jouer, moyennant quoi il faudrait qu'elle arrête un peu de s'enfermer dans son propre jargon, ce qui lui est parfois difficile. Je parle en général, hein, vraiment. Moyennant quoi elle devrait peut-être aussi consentir à des débats, des discussions, des échanges, et pas uniquement à entériner au niveau de la vie collective cette guerre des transferts qui n'en finit pas. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, à dire là-dessus, donc je trouve que nous allons être confrontés à des moments difficiles. Alors pour la spécificité de la LI, ben, on va voir comment les choses vont se prolonger dans l'avenir. Moi je ne sais pas, je suis personnellement sensible, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça reste vrai, à une dimension démocratique qui n'est pas toujours ce que nous fréquentons le plus, mais je ne le fais pas du tout contre la manière de vouloir que quelqu'un ou que les meilleurs orientent l'analyse. Ça ne me semble pas contradictoire pour moi. Simplement, je trouve qu'il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser dans ce type de fonctionnement, faute de quoi c'est tout le jeu démocratique qui risque d'être mis en péril. Et qu'au contraire, il faut inventer une démocratie qui ne soit pas une démocratie molle pour moi, justement, qui soit à la fois des prises de position claire, mais qui permet, tolère, accepte voilà, les débats, les discussions, les échanges, et même les favorise, mais on garde une ligne. Voilà. Et là-dessus, je pense que, bon, pour le dire bêtement,
peut ne pas être d'accord avec tout ce qui se dit à la ligne, mais ça y est, il y a une ligne. Et ça, c'est important. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans mon travail. Ça, c'est indiscutable.